Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Muriel Roquejoffre, fondatrice de Shanga Hotel, ou comment donner une vocation sociale et environnementale au métier d'hôtelier. Le Zoom du jour, il portera sur l'agriculture biologique. On reviendra sur les menaces contre l'agence bio ou encore sur la loi d'orientation agricole. La France fait-elle marche arrière? Renonce-t-elle à ses ambitions? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Start-up et innovation, vous découvrirez les bornes de recharge rapide de l'entreprise Electra qui lance un nouvel abonnement pour alléger la facture des automobilistes. Hôtellerie, agriculture, mobilité, 3 thèmes, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Muriel Roquejoffre. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Shanga Hotel. Ça s'écrit S-H-A-N-G-A, ça se prononce Shanga. Ça veut dire quoi? Et je vous pose la question parce que ça résume d'une certaine façon un peu la philosophie qui est la vôtre. Oui, ça vous intrigue, ça intrigue un peu tout le monde. Ce nom Sangha, c'est un nom sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue d'origine du bouddhisme, qui veut dire communauté. Et je suis allée chercher pour la création de cette marque hôtelière dans mes racines cambodgiennes. Oui. Mon père est cambodgien. Et j'avais envie de créer un concept hôtelier qui soit centré sur l'humain et qui soit inspiré de ses racines asiatiques en allant proposer une bulle de sérénité aux clients dans un univers accessible. Ce qui m'anime, c'est vraiment de rendre accessible à tous le mieux-être. La sérénité, c'est un peu la philosophie asiatique, la recherche de sérénité. Et en fait, je trouve qu'on peut avoir accès à des services de ressourcement dans l'univers du luxe, de manière très facile, mais à des prix très élevés, et assez peu à un univers urbain, dans une gamme 3 étoiles. Ah oui, là on est dans une gamme 3 étoiles. Voilà. Ce ne sont pas des hôtels de luxe. Et malgré tout, il y a des services où vous avez créé une ambiance qui favorise cette sérénité. Tout à fait. Ça commence par la déco, mais le fond est ailleurs. Mais en tout cas, dans l'enveloppe, cette bulle zen que l'on a créée, on a axé la décoration sur des touches asiatisantes. Donc, on est dans un univers très lumineux, très zen, dépouillé, avec des couleurs claires et voilà, qui favorise le bien-être. Et donc, on a une réception au 8e étage sur le premier établissement à Toulouse. Et quand les clients arrivent dans cette réception qui est très lumineuse, avec cette ambiance, tout de suite, ils se sentent apaisés. C'est le terme qu'ils emploient. Mais il n'y a pas que ça, c'est ce que vous disiez. Il n'y a pas que ça, voilà, ça c'est ce qu'on voit en premier. Donc il y a besoin que les clients, quand ils arrivent, ressentent cette ambiance ressourcement. Oui. Mais donc il y a un espace de soins, par exemple? Il y a un espace de soins. On a tout un étage, un deuxième étage, qui s'appelle l'autre lieu, qui est un centre de soins et de mouvement. Ce n'est pas du tout un spa. On est dans un univers très éco-responsable et donc on a volontairement choisi de ne pas avoir d'eau. Donc on est sur un mélange entre un studio de yoga et un centre de médecine douce, où on a des cours collectifs entre 7h le matin et 20h le soir pour les Toulousains et pour les clients de l'hôtel, et un centre de médecine douce où on présente toutes les pratiques autour des médecines douces. Avec des tarifs, j'ai bien compris votre logique, qui sont accessibles, quoi, c'est ça? Des tarifs accessibles, qui sont accessibles déjà pour les Toulousains, mais qui sont aussi accessibles pour les clients de l'hôtel, puisqu'on a de fortes réductions. On va avoir un cours de yoga à 15 € et des massages qui vont démarrer à 50 €. Donc on n'est pas dans un univers du luxe. Le prix moyen de la chambre, lui, est à 110 € pour resituer dans le contexte, effectivement. Et ça vous place dans une... Enfin, est-ce que les hôtels qui sont dans cette gamme pratiquent ce genre de service ou offrent des... Ou est-ce que ça vous rend un peu unique? En tout cas, j'imagine, c'est ce que vous espériez. Oui, lancer un concept, c'est quand même trouver quelque chose de différenciant et qui ait du sens. Moi, je suis énormément sur le sens. Je suis très engagée de nature. L'hôtellerie était ma passion. Je ne viens pas de ce métier-là. Et j'ai cherché à créer un concept qui soit vraiment au plus proche de ce qu'attendent les clients et qui n'existe pas. Donc effectivement, sur la gamme 3 étoiles, on n'a aucun concept qui est sur ce sujet du ressourcement. Et moi, je pense réellement que dans un monde où tout va très vite, permettre aux clients de se reconnecter à eux-mêmes pour pouvoir mieux se connecter aux autres, parce que cette notion de communauté, c'est aussi proposer aux clients de mieux se connecter aux autres. Vous avez combien d'hôtels aujourd'hui? C'est le premier qui a ouvert à Toulouse. On en a un seul, c'est notre petit pilote, donc qui est ouvert depuis 6 mois. On a 3 projets en cours. D'accord. Et l'idée, c'est de se déployer dans les villes françaises en restant dans cet univers urbain pour proposer ces services-là. On a aussi des services gratuits, parce qu'on parlait d'accessibilité, en chambre,
où on a une chaîne méditation. Donc, on a fait enregistrer des méditations guidées par une instructrice de méditation à Toulouse qui permet aux clients de s'initier à la méditation guidée dans leur chambre. Et on a aussi une chaîne d'art digital qui propose une expérience immersive de ressourcement. Avec ce que j'entends votre description, c'est aussi un lieu pour les habitants du quartier, d'une certaine façon. C'est pensé comme ça ? C'est pensé comme ça. Le centre de soins s'appelle l'autre lieu. Donc, il n'est donc pas, il ne porte pas la marque de l'hôtel pour justement. Et il n'est pas réservé aux Et il n'est clients absolument de pas l'hôtel, réservé aux clients de l'hôtel. Et les habitants viennent beaucoup travailler dans notre bel espace parce que justement, il est calme et zen. Et on travaille bien sûr avec des associations locales pour favoriser l'insertion sur nos produits. Par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle Bocal en verre à Toulouse et qui réduit le gaspillage alimentaire en fabriquant des bocaux avec du personnel en inclusion. Donc, ça veut dire dans le choix aussi, là on va commencer à rentrer dans les enjeux un peu plus environnementaux, mais par exemple on parle souvent de circuits courts, où est-ce que vous vous fournissez en termes de nourriture, de boissons, etc., etc. Vous avez fait cette démarche ? On a fait cette démarche. Alors j'ai mis 6 ans à développer ce premier projet, donc j'ai largement eu le temps de prospecter et de réfléchir. Ouais. J'ai vraiment pensé l'hôtel en appliquant la démarche de la permaculture appliquée à l'entreprise, donc en considérant l'ensemble des aspects. Et le local, c'est évidemment un des aspects clés, donc à la fois dans l'ameublement, où on a fait du mobilier sur mesure qu'on a fabriqué en majeure partie à Montauban, donc c'est à moins de 50 km de Toulouse, et au nord du Portugal. Donc ça a démarré là-dessus. Et puis ensuite, sur tous les fournisseurs, que ce soit les produits d'accueil dans les chambres, qui sont des produits bio fabriqués en France, ou effectivement les boissons à notre bar. On a un bar à cocktail, et toute la carte de boissons sur la partie boissons sans alcool est locale. Il n'y a pas une seule marque nationale. Nous ne sommes que sur des propositions de kombucha, de cola produits en Occitanie. Donc, il y avait une démarche très, très forte. Le miel est un miel tarnais qui est presque familial. Voilà, puisque moi, je suis cambodgienne par mon père, mais tarnaise par ma mère. Ouais. Donc, on a vraiment, on travaille, tous les produits sont locaux, en effet. Est-ce que vous êtes dans un quartier qui est dans cet environnement-là, on parle par exemple d'écoquartier souvent. Est-ce que votre hôtel... c'est un peu une bulle dans un quartier où tout le monde s'en fout, ou alors est-ce que vous êtes accompagné d'une certaine façon ? Non, c'est une excellente question. Bien sûr, j'ai fait le choix d'un écoquartier en collaboration avec Toulouse Métropole. On est dans un univers où les halles de la cartoucherie qui sont au centre de cet écoquartier vous êtes dans ce coin-là. Sont en lieu totem de l'ESS, donc, qui travaille énormément à l'associatif. Et puis l'écoquartier, ça nous permet d'être parfaitement éco-responsable sur les sujets énergétiques. On a un réseau de chaud, un réseau de froid. Et Toulouse a été le premier, a mis en place il y a presque 10 ans le premier réseau de froid urbain, donc qui permet de fournir une climatisation raisonnée en étant parfaitement éco-responsable. Oui, et donc ça permet à votre hôtel d'avoir un bilan carbone que vous n'auriez jamais pu avoir sans être dans un quartier comme celui-là, c'est ça ? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ça aurait été très compliqué à Toulouse d'ouvrir un hôtel sans climatisation. Et pour moi, c'était un de mes vrais sujets de questionnement. Parce que... l'éco-responsabilité, on l'a tirée très très loin. On pourra parler aussi de la gestion des déchets, mais à un moment, il faut quand même que le client s'y retrouve et ne perde pas en confort. Parce que si votre hôtel est vide, ça ne sert à rien d'avoir fait un bel hôtel éco-responsable. Donc c'est toute cette équation-là qu'il est important de prendre en compte. Et puis il faut avoir l'humilité aussi d'écouter le client. On a été parfaitement extrémistes sur tous les sujets, et là on a des retours clients, par exemple sur pas de mouchoirs en papier dans les chambres, qui a l'air d'être une routine qui revient. Bon, peut-être qu'il va falloir trouver des solutions de mouchoirs en papier recyclés à fournir aux clients si c'est une demande récurrente. Bien sûr. En revanche, il y a d'autres sujets qu'on a traités où on a supprimé tout l'équipement individuel en chambre, les machines à café, les bouilloires et le mini-bar, et on a créé des tisaneries dans les couloirs, donc fontaines à eau chaude, froide, tempérée et gazeuse. Et là, les clients, ils trouvent vraiment leur compte. D'abord, c'est un lieu où se rencontrer, ces tisaneries dans les couloirs. Et ensuite, ils ont une offre avec de l'eau gazeuse, avec des... Pourquoi ça permet d'être plus éco-responsable de faire ce choix ? Je ne comprends pas. Parce qu'on mutualise, on est dans la notion de mutualisation d'équipements. On ne va pas avoir 25 machines à café. D'accord. On a moins d'équipements individuels et surtout, on propose du vrac. Donc, au lieu d'avoir des sachets de thé sous emballage, voilà, on a des très bons produits en vrac. Il nous reste 1 minute 30, allez, on va pousser à 2 minutes. Vous disiez déchets, ça produit combien de déchets un hôtel comme le vôtre ? Alors honnêtement, je n'ai pas la mesure.
Donc nous, ce qu'on a fait, c'est éliminer les déchets à la base pour en avoir le moins possible. Et bien sûr, on fait notre tri avec des déchets organiques que l'on fait composter. Et on arrive honnêtement à tenir dans la collecte de la ville. On n'a pas besoin d'avoir une collecte spécifique de déchets. Donc c'est quand même Donc, ce qui est un signe d'une réduction des déchets assez réussie. Ça passe par le vrac dont vous parliez ? Ça passe par le vrac. Ouais. Tout est le vrac, les gros conditionnements, y compris sur nos produits de ménage, d'hygiène. On est sur des conditionnements en 5 litres, sur les jus de fruits. On a cherché des choses aussi consignées, des emballages évidemment éco-responsables. Parce qu'on est obligé d'avoir un emballage, même si on passe par du vrac, mais ce sont des plus grosses quantités. Ça veut dire que vous êtes labellisé, il y a je crois la clé verte. Voilà, donc on est dans le processus clé verte qui est annuel, donc on vient de le lancer. D'accord. Et on est aussi sur l'obtention de la labellisation pour l'immeuble. Qui est une labellisation qui s'appelle BREEAM, au niveau Very Good, qui témoigne aussi de l'éco-responsabilité dans la construction de l'enveloppe. Est-ce que, je vous pose la question du label, parce que est-ce que c'est un argument pour faire venir les clients ? Est-ce qu'ils viennent d'abord pour ça ? Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu aujourd'hui. Et vous ? Pas les clients individuels, loisirs. Ça, je pense que ce ne sont pas une majorité de clients, même s'il y a une tendance à la progression, ça a été mesuré. Mais pour les clients affaires, de plus en plus. Les entreprises sont soucieuses de référencer des hôtels qui ont un label. Donc, je pense sur cette frange-là, et Toulouse est une ville qui est à 2 tiers à faire. Donc, sur cette frange-là, le fait d'avoir un label apporte quand même des facilités de référencement auprès de la clientèle affaires. Merci beaucoup Muriel Roquejoffre et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au zoom de ce Smart Impact. On va parler de l'agriculture bio. Est-ce qu'elle est délaissée par le gouvernement ? Le zoom de ce Smart Impact consacré à l'agriculture biologique. On est en duplex avec Philippe Camburet. Bonjour, le président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Vous êtes céréalier dans Lyon. Des céréales bio, évidemment. Évidemment, et pas que, avec des protéagineux, des légumes secs aussi, évidemment. D'abord, une question qui vous concerne le céréalier que vous êtes, c'est quelles contraintes et peut-être aussi avantages, parce qu'on parle souvent des contraintes, pour être au bio ? Être en bio, c'est réfléchir son métier d'une manière différente, c'est oublier des réflexes de recours à des artifices, à des béquilles chimiques pour résoudre tous les problèmes. C'est une autre approche des différents problèmes et surtout pour nous, c'est un confort de travail parce qu'on n'a pas l'esprit occupé par tout un tas de précautions à prendre avec des produits problématiques. Là, on travaille avec la nature, on travaille pour la nature et c'est une vision bien plus satisfaisante pour le métier. Ce chiffre, 10,4%, c'est la part des surfaces bio dans l'agriculture française. Je lisais une petite baisse, 1,3 points de moins en un an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bio continue de souffrir, qu'il y a toujours plus d'agriculteurs qui font marche arrière que d'agriculteurs qui s'installent. Comment vous analysez ces chiffres ? Oui, clairement, le développement de l'agriculture biologique marque le pas pour la deuxième année consécutive. Il y a très longtemps que ça n'était pas arrivé. On s'éloigne des objectifs que le gouvernement s'était fixés, à savoir de doubler les surfaces d'ici 2030. On n'y sera pas, évidemment, parce que le marché n'est pas reparti. Il était tombé très rapidement après le confinement et la crise en Ukraine. Il n'est pas reparti, évidemment, au niveau qu'on avait atteint jusqu'en 2019. Donc, beaucoup de surface en moins, et puis des agricultrices, des agriculteurs qui sont pas tentés aujourd'hui de passer en bio. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui au gouvernement deux choses, principalement de relancer la demande. Il faut absolument qu'on arrive à faire bien comprendre ce que c'est qu'un produit bio par rapport à d'autres produits, et puis aussi aider les agriculteurs sur leur ferme avec les aides de la politique agricole commune qui sont là pour ça, normalement, pour encourager le changement de pratique, pour encourager à une agriculture qui protège l'eau, la biodiversité, la santé, etc. Donc voilà, deux axes dans notre demande aujourd'hui pour juguler cet arrêt des conversions. Je voudrais qu'on commence par les consommateurs. Comment les convaincre de revenir un peu plus massivement au bio ?
Alors, je crois que c'est vraiment un débat de fond. Notre rapport à l'alimentation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, d'où ça vient, comment c'est fait, qu'est-ce que ça va nous faire pour notre santé, qu'est-ce qu'on risque potentiellement avec certains aliments. C'est ces questions-là qu'il faut absolument se poser toujours plus. Or, on est dans une démarche finalement de consommation très rapide avec de moins en moins de stock à la maison, toujours plus de recours à l'achat, l'achat d'impulsion et l'achat de dépannage. On n'a pas vraiment de réflexion sur la façon de préparer nos repas. On est souvent avec une envie de privilégier d'autres dépenses dans le budget des familles. On sait très bien que le budget consacré à l'alimentation, il est sans cesse en baisse. Donc c'est vraiment une réflexion de fond qu'on doit avoir pour savoir ce qu'on mange, à quoi ça sert et puis quelles conséquences ça a sur l'ensemble de la planète évidemment, mais tout près de chez nous aussi. Quand on consomme un produit alimentaire, ça peut avoir aussi bien des conséquences à côté de chez nous, sur l'emploi, sur les agricultrices et les agriculteurs qui veulent s'installer aujourd'hui, qui veulent faire ce métier-là. Est-ce qu'on les encourage ou est-ce qu'au contraire, on encourage une agriculture qui ne vise qu'à être sur le marché international pour être en concurrence avec les plus grands pays producteurs? Et c'est bien ça qu'il faut se poser comme question. Et finalement, quand on y regarde bien, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. C'est consommer des produits bio locaux qui répondent vraiment à toutes ces attentes-là. Et alors, si on regarde la loi d'orientation agricole qui a été votée juste avant le début du Salon international de l'agriculture, on a plutôt le sentiment que le gouvernement, alors c'est une loi qui engage sur plusieurs années, hein, à choisir un recul des ambitions gouvernementales, je ne sais pas, des ambitions environnementales, je ne sais pas trop quoi dire d'autre que ça. Et vous ? C'est vraiment une occasion manquée, effectivement, de donner une impulsion pour les années à venir. Hein. C'est une loi programmatique, donc sur laquelle vont reposer d'autres lois qui vont arriver par la suite. Donc c'est une occasion manquée de vraiment faire un pas de côté par rapport à cette fuite en avant, cette course à la productivité, où on laisse croire aux agricultrices et aux agriculteurs que finalement notre petit pays, hein, la France c'est quand même un tout petit pays à l'échelle mondiale, que notre tout petit pays pourrait rivaliser avec les plus grands et sans prendre en compte tous les impacts qu'il peut y avoir sur notre quotidien. Donc ça, c'est une erreur, c'est une tromperie et la loi d'orientation agricole, malheureusement, a pas apporté les bonnes réponses. Bon, moi, je relève quand même que on a réussi au rattrapage, entre guillemets, au rattrapage du travail législatif, à garder un objectif ambitieux de conversion à l'agriculture biologique de nos terres, même si on n'est pas sûr d'y arriver tout de suite. On a gardé quelques éléments qui montrent que l'agriculture biologique existe encore. Donc on aurait pu être encore pire dans ce débat de loi d'orientation agricole, mais clairement, c'est vraiment une occasion manquée. C'est dommage qu'on a eu tout ce temps de travail, tout ce débat sur le sujet qui finalement aboutissent de pas grand-chose. Et l'enjeu, c'est qui produira notre alimentation demain et dans quelles conditions. Je crois qu'aujourd'hui, la loi d'orientation agricole n'y répond pas. On vient de voir que le Conseil constitutionnel a émis bien des doutes sur pas mal d'articles d'ailleurs. Oui, effectivement. Alors, vous disiez ça aurait pu être pire. Effectivement, il y a l'agence bio qui a failli être supprimée. Bon, finalement, elle a été, on va dire, sauvée. Il a fallu batailler. Vous pouvez nous rappeler son rôle? Pourquoi c'est important qu'elle existe encore? Alors l'agence bio, c'est l'agence française de promotion et de développement de l'agriculture biologique. Elle a évidemment toute sa place. Elle a plus de 20 ans aujourd'hui. C'est grâce à elle qu'on a trois types d'actions sur le terrain. Hein. Premièrement, le travail de remontée des données statistiques sur la production, sur l'alimentation, sur la consommation. Tout ça, c'est le travail de l'agence bio qui consiste à abreuver les pouvoirs publics, mais comme tous les acteurs de la filière, de chiffres, de données pour pouvoir se projeter. Elle a un deuxième rôle très important, c'est le rôle de faciliter les investissements dans des outils de stockage, de transformation. Donc elle gère un fonds public qu'on appelle le fonds Avenir Bio, qui est là et qui nous a aidé jusqu'à présent à répondre à la demande, hein, là, parce que la demande elle était bien présente et on nous reprochait de ne pas être au rendez-vous. On est au rendez-vous grâce à des investissements qui ont été faits. Et puis troisième rôle très important pour l'agence bio, c'est justement ce rôle de communication vis-à-vis
vis-à-vis du grand public. Aujourd'hui, on sait très bien que les consommateurs sont un petit peu perdus entre des produits toujours plus verts, toujours plus vertueux sur le plan environnemental, mais finalement, derrière tout ça, il y a beaucoup d'allégations qui ne sont pas vérifiées. L'agence bio, elle est là pour communiquer sur ce que c'est qu'un produit bio, un produit contrôlé dans toutes les fermes, à chaque étape, en permanence, un cahier des charges au niveau européen qui met la bio partout au même niveau, au niveau européen. Voilà, c'est redire ce que c'est qu'un produit bio, et d'ailleurs, ça va se concrétiser dans quelques semaines à l'occasion du printemps bio par une campagne de communication qui va aller vers le grand public pour redire que manger bio, c'est pas simplement manger des choses qui n'ont pas trop de goût et puis finalement qui sont pas très appétissants. Non, au contraire, on va voir que manger bio, c'est la bonne bouffe aussi à la française. Tout en annonçant le maintien de l'agence bio, la ministre Annie Genevard, elle a pointé la multiplication des organismes qui s'occupent du bio en France. Est-ce qu'il y a des doublons ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait particulièrement de doublons, évidemment, sur ce sujet-là. Je ne vais pas vous dire le contraire, vous vous en doutez. Je crois que si on... ça d'être plus efficace. S'il y a 3 administrations qui font la même chose, autant qu'il y en ait une seule avec plus de moyens. Ouais, mais justement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a comme objectif de doubler les surfaces, on a comme objectif d'aller dans la restauration collective et de passer au moins à 20%, alors qu'aujourd'hui, on n'a même pas à 10% de produits bio dans l'assiette de nos cantines et de nos hôpitaux. Donc, il y a franchement besoin de moyens, et l'agence bio, elle était là. Évidemment, pour ça, dès le départ, elle est encore là aujourd'hui. Et si ça coûte 3 millions de budget, 3 petits millions, c'est vraiment pas grand-chose pour un centre comme ça, à l'agence bio, ça coûtera évidemment le même prix dans une autre administration. Donc le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est d'installer dans la tête des gens une petite musique qui vise à tirer à boulet rouge sur des administrations dans lesquelles on comprend pas trop comment ça marche, on n'y va pas, et ce serait le bon signe pour les condamner à mort. Je crois que cette petite musique-là, elle s'installe dans beaucoup d'organismes. Il y a une espèce de chasse aux économies qui est pour moi un peu facile à faire, et au lieu d'aller chercher des économies, je pense qu'on pourrait s'intéresser à des moyens d'équilibrer le budget par justement la vente et l'usage de produits qui nous empoisonnent au quotidien. Peut-être qu'on pourrait aller chercher par des moyens fiscaux justement des taxes sur les ventes des produits, par exemple, qui contaminent les produits bio. Moi, je suis obligé de mettre de côté et de détruire des produits bio qui ont été contaminés par des pesticides sur mon terrain. Donc voilà, il y a des équilibres budgétaires à faire. Choisissons les bons outils au lieu de tirer à boulet rouge sur des agences dont la pertinence ne fait aucun doute. Aujourd'hui, le ministère l'a redit très récemment, alors le ministère du gouvernement précédent, mais il l'avait dit très clairement, l'agence a toute sa place dans le paysage. Merci beaucoup Philippe Camburet, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Julien Belliato, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Electra, créé début 2021 avec Aurélien Demeaux et Augustin Derville. Et avec quelle idée, pourquoi vous vous êtes lancé ? Alors, l'idée, c'est nous, on est un opérateur de stations de recharge rapide pour véhicules électriques ouverts au public. Donc, l'idée, au départ, c'est de solutionner un problème. En fait, pour rendre le véhicule électrique évident pour tout le monde, il y a deux choses, bien sûr, des véhicules avec une certaine qualité, un certain niveau d'autonomie, et de la recharge de qualité, de la recharge publique de qualité. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident à solutionner, parce que c'est un métier qui est à la fois industriel, technologique, avec du software, etc. Et donc, quand on a démarré, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait un opérateur qui sait déployer des infrastructures fiables, et pas que sur autoroute, un peu partout. D'accord. Donc vous déployez des bornes de recharge, c'est ça votre métier ? Oui, absolument. On est opérateur, donc finalement les bornes en tant que telles, on les achète. Ouais. Et notre métier, c'est de trouver des parkings sur lesquels on va installer nos stations. Donc on investit, pour en parler aussi. Ouais. On construit les stations. Une station, c'est 8 à 10 points de charge, à peu près. D'accord. Ça représente un investissement initial d'environ entre 400 et 700 000 euros en fonction du nombre de points de charge. Et ensuite, on exploite sur la durée. Donc ça veut dire que la fiabilité
et la qualité de l'expérience utilisateur, elle est complètement dans nos mains. C'est end-to-end. Donc on verse un loyer aux partenaires fonciers, mais c'est nous qui opérons tout. Et alors votre modèle économique, il est lié aux utilisateurs ensuite qui payent pour recharger leur véhicule, c'est ça? Exactement, absolument. En fait, dans nos coûts, on a l'investissement initial, la maintenance, l'approvisionnement en énergie, l'énergie verte, on pourra en parler aussi si vous voulez, la maintenance, l'exploitation, et nos revenus sont liés à l'énergie qu'on vend. D'accord, avec un nouvel abonnement que vous avez lancé il y a peu de temps, de quoi s'agit-il? Absolument, alors l'abonnement s'appelle Electra Plus, et ça permet, via un frais mensuel qui démarre à 4,99 €, donc vraiment très faible, d'avoir accès à un tarif privilégié qui est de 29 centimes du kilowattheure. C'est pas très cher ça? Alors c'est pas très cher. Pour se rendre compte de la comparaison avec le véhicule thermique, en fait c'est... Déjà, rouler en électrique par rapport à rouler en thermique, c'est 2 fois moins cher quasiment. Aujourd'hui, un automobiliste français dépense environ 13 € pour conduire 100 km, et en électrique, c'est plutôt 7 €. Et ça va aller encore plus loin avec l'abonnement Electra Plus, parce qu'avec 29 centimes du kilowattheure et l'abonnement, un conducteur moyen va pouvoir économiser encore jusqu'à 700 € supplémentaires sur une année moyenne. D'accord. Donc c'est un travail vers... le pouvoir d'achat. Énergie verte, ça veut dire quoi? Comment vous sourcez votre énergie en fait? Alors ça veut dire qu'on source l'énergie avec des garanties d'origine. D'accord. Donc on s'assure que, en fait, on paye dans notre approvisionnement d'énergie, on paye un petit peu plus pour s'assurer que l'approvisionnement est fait en privilégiant les sources d'énergie verte. Donc les énergies renouvelables, il y a un peu de nucléaire aussi. Et donc à la fin, rouler avec Electra, en électrique, ça veut dire rouler décarboné. Et d'ailleurs, on a refait les prévisions. Entre aujourd'hui et 2030, avec le réseau Electra, on va permettre d'éviter 4,5 millions de tonnes de CO2. Donc ça représente l'équivalent de toutes les émissions CO2 d'une ville comme Bordeaux sur une année. Alors, il y a effectivement la qualité des voitures, le réseau de recharge et le temps de recharge. Combien de temps on met pour charger une voiture avec vos bornes? Alors, c'est vrai que nous, on est un spécialiste de la recharge ultra rapide. Donc c'est ce qui est le plus rapide sur le marché. Ce qui est limitant aujourd'hui, c'est pas les bornes, c'est les véhicules. Mais la puissance acceptée par les véhicules est en train d'augmenter puisque les batteries, la qualité des batteries augmente. Et aujourd'hui, pour se charger chez Electra, alors il faut pas penser 0-100%, de toute façon personne fait ça. Mais disons 80%, ça prend 15 à 20 minutes. D'accord. J'ai lu que les Chinois de BYD annonçaient une recharge en 5 minutes. Alors c'est quoi? C'est parce que leurs voitures permettent de charger plus vite ou est-ce que c'est un nouveau système de bornes? Alors c'est avant tout, il faut les deux, mais l'annonce, elle était surtout sur la plateforme, le véhicule, qui a une architecture avec une tension élevée de 1000 volts et avec une batterie nouvelle technologie qui permet d'accepter des puissances plus élevées. Donc c'est avant tout la voiture qui va tout changer parce que en fait je crois que le pic est jusqu'à 1000 kW. Donc après il faut être capable de le fournir au niveau de la borne, au niveau du réseau électrique. Est-ce que vos bornes sont capables de le fournir par exemple? Alors un pic en général ça dure quelques secondes. Donc en fait ce qui est important c'est pas forcément le pic, c'est la forme de la courbe de charge. Et nos bornes en fournissant 400 kW seront capables de fournir sur ces véhicules qui vont arriver, alors peut-être pas 5 minutes mais 7 minutes de charge. Et de toute façon, des bornes 1000 kW aujourd'hui, à part pour les camions en expérimental, ça n'existe pas. Mais c'est ce qu'il y aura de plus rapide de toute façon. Donc la recharge en 5 à 7 minutes arrive vraiment. Le marché, on va terminer là-dessus, de l'électrique, il est un peu atone. Comment vous le caractérisez aujourd'hui? Vous voulez dire côté vente de véhicules? Côté vente de véhicules et perspective de croissance. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement dans l'opinion publique, on entend des choses d'ailleurs souvent fausses sur le véhicule électrique, comme quoi c'est cher, c'est compliqué, on ne peut pas charger. Alors tout ça, c'est plus vrai, parce que en fait, tous les prix des véhicules ont augmenté un petit peu, mais les véhicules électriques sont plus aussi chers qu'avant. Et comme je disais avant, au-delà de la technologie, les prix baissent beaucoup et c'est plus du tout compliqué de se charger. Le réseau de recharge publique rapide français a fait x5 en 2 ans. En fait, des stations de recharge, y compris Electra, il y en a partout. Donc, ce qu'on pense, ce dont on est convaincu, c'est que ça va repartir. Merci beaucoup, Julien Belliato, et bon vent, ou plutôt bonne électricité, bon soleil, je ne sais pas, à Electra. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.